Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans le cadre de Salaire Affranchi un professionnel, un expert de la banque au Cameroun avec plus de 20 ans d'expérience. En quelque sorte, son nom c'est Stéphane Défaut. En passant, c'est un ami. On a fait une partie de notre éducation ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on va couvrir en quelque sorte, c'est les avantages que le Cameroun, que le système bancaire camerounais offre aux populations, les difficultés que les populations rencontrent vis-à-vis des banques, vis-à-vis du système financier. Et comme d'habitude, dans cette émission, on parle des cryptos actifs de blockchain. On verra un peu les solutions que la blockchain peut apporter pour améliorer le système bancaire au Cameroun, ou les challenges, ou les difficultés que la blockchain pourrait apporter au niveau des banques. Parce qu'il y a une certaine réticence pour les banques d'adopter la blockchain. On va discuter avec un professionnel et voir sa position par rapport à la blockchain. Bonsoir, M. Défaut. Bonsoir, Christian. Merci donc de l'opportunité que tu me donnes d'échanger sur ces questions-là. Pour parler rapidement, moi c'est Stéphane Défaut. Comme tu l'as dit, j'ai travaillé à peu près quasiment plus de 18 ans dans le secteur bancaire. J'ai commencé par la microfinance à l'époque. La microfinance aujourd'hui, je suis affilié au secteur de Après, j'étais dans le secteur industriel, je travaille à peu près un an et demi, 2 ans. Et après, donc, j'ai remplacé le secteur bancaire, j'ai fait 2 ans de banque. 2 ans à UBA, ensuite j'ai fait 9 ans à UGC dans le Cameroun, et puis dernièrement, j'ai une relation professionnelle avec CCA Banque que j'ai fait suivre. Exactement. Oui. Donc, pour ces parcours, je suis quand même j'ai participé à plusieurs syndications, opérations de développement dans les banques, donc c'était transfert important. Et donc, voilà ce que je peux dire rapidement sur ça. Merci de partager ça avec nos followers. Et la question que j'ai le plus souvent les gens se posent, pourquoi il est difficile aux Camerounais d'avoir accès à la banque? Parce qu'on regarde le taux de bancarisation, par exemple au Cameroun, c'est environ 8%, peut-être voire moins. Et en Afrique en général, c'est environ 12%, entre 12 et 18%. Qu'est-ce qui explique ces difficultés-là? Non, en vérité, je pense qu'on peut apprécier l'évolution de la bancarisation au Cameroun. C'est vrai que depuis 8%, on montre qu'il y a quand même une évolution constante après année et que l'ambition de l'État du Cameroun, c'est l'horizon 2030 à peu près autour de 80%. C'est une ambition, parce qu'elle va se réaliser. Ce qui est certain, c'est que le marché de l'homme bouge beaucoup. Oui. À la faveur des nouveaux acteurs, je pense qu'il y a seulement un an ou deux, il y avait 15 banques. Aujourd'hui, on a 17 qui a des nouveaux acteurs. 17 banques. Oui, au total. Okay. Il y en a qui vont rencontrer. Il faut relever également que sur le secteur de la microfinance, qui fait partie du système financier global, il y a à peu près 400 établissements de microfinance et autres. Même s'il y a un nettoyage qui a été fait par l'État, il reste quand même qu'il y a un niveau important de microfinance qui participe de l'inclusion financière. Même si en général, quand on fait le calcul, on ne les intègre pas toujours. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une certaine profondeur. Il faut également relever qu'avec l'avènement des sociétés de transfert d'argent et Orange Mobile Money, il y a une autre perception qui va, si c'est intégré dans le calcul du taux d'organisation, on devrait maintenant améliorer ce taux-là. Parce que plein de systèmes opérateurs téléphoniques ont un niveau d'abonnés qui est assez important. Oui. Qui vont, du fait de leur lien avec les banques, être repris comme des clients aussi des banques, donc améliorer rapidement le taux d'organisation. Et ça fait partie de la stratégie dont vous parlez de manière globale de l'État. Je pense que l'État, son objectif devrait être atteint dans les solutions dans l'élection sociale. De mon point de vue. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités d'accompagnement ou de voiture économique? Je pense qu'aujourd'hui, les banques le permettent. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est certain. C'est certain qu'on peut aller plus loin. Mais il y a quelques blocages qui sont liés également aux habitudes camerounaises. En général, les gens préfèrent faire les cantines. Aujourd'hui, elles sont peut-être dans les banques, mais aussi certains préfèrent laisser l'argent sur le matelas. Oui. Et ne pas tout déclarer. Les gens qui sont dans une affaire, ils font 100 et disent qu'ils ont fait 2. Oui. Donc en général, une grosse partie est divulguée en dehors du système formel, et donc échappe donc à cette comptabilisation des données, des valeurs de nos pays. Oui, ok. Donc, en tant qu'expert du domaine, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut une éducation de la population par rapport aux avantages de garder l'argent dans les banques? Parce qu'il y a des situations, par exemple, où c'est le plus souvent on dit si tu n'as pas, tu ne gagnes pas l'argent, toi-même, l'argent t'appartient pas. Par exemple, si vous gagnez de l'argent, souvent 10 millions, vous allez à la banque, vous demandez 10 millions, ce n'est pas disponible, mais 10 millions. Il faut prendre un rendez-vous. Souvent, donc, peut-être 10 millions, c'est petit, 100 millions, par exemple. Il faut prendre un rendez-vous avec la banque pour mettre 100 millions disponibles à vous. Est-ce que ce n'est pas ces réticences-là que les hommes d'affaires décident de ne pas mettre l'argent dans les banques ou bien la population décide de ne pas
banques sont extrêmement liquides au Cameroun. Ok. On va prendre un exemple, à la fin mars, par exemple, le marché lui-même était en termes de dépôt à peu près 6 milliards, 6 300 milliards. 6 300 milliards de dépôts. Alors qu'en crédit, il y a à peu près 4 230 milliards de dépôts de crédit. Vous pouvez qu'il y a à peu près de 2 milliards, de 2 milliards 2500 milliards qui représentent la liquidité disponible. Oui. Ça veut dire que le marché est quand même assez liquide. Il y a la liquidité. Donc le vrai problème n'est pas la liquidité en soi parce que les banques en général, de mon point de vue, l'expérience que j'ai autant ici qu'ailleurs, sont toujours promptes à rendre la dette disponible. Oui. C'est vrai qu'il y a eu la crise financière dans les années 90 à peu près où on a eu la fermeture de quelques banques, on a eu des microfinancements beaucoup fermés. Oui, exactement. Mais je pense que les régulateurs et l'État se sont mis ensemble pour assainir un peu le secteur, Oui. pour que depuis cette période-là, il n'y ait pas ce type de problème. Oui. Donc aujourd'hui, le problème est ailleurs. Je pense simplement que les hommes d'affaires et nos Les petites mamans, oui. leur problème essentiellement c'est la peur du fisc. Parce qu'en général, quand vous déclarez, on est avec notre auto et puis on veut, voilà, on vous demande de payer plus d'impôts, etc. Donc c'est surtout ça qui est le problème. Ce n'est pas la disponibilité de l'argent qui est plus disponible en général, mais c'est surtout que derrière, on connaît la pression fiscale comme au Cameroun. Oui. En général, c'est plus difficile de donner, de générer sans que les pays travaillent pour ça. Évidemment. C'est le taux de l'IS en général. Oui. Quand vous pensez que vous avez juste avec un 40%, que vous ne voyez pas, de votre point de vue, le retour. En général, c'est ce qu'on attend pour appeler les impôts, c'est qu'on ait des routes, qu'on ait les écoles, qu'on ait la sécurité sociale, qu'on ait tout ça. En général, c'est temps de voir par exemple. Après, ils se disent que pourquoi faire cet effort, pourquoi investir autant? Chacun préfère déclarer la moitié de ce qu'il a gagné de manière formelle et continuer d'avancer. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. C'est une dynamique globale qu'il faut mettre en œuvre. Les 6 000 milliards de dépôts dont vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est juste au Cameroun ou bien ça a fait ça? Non, au Cameroun. Au Cameroun. Ok, on a une population d'environ 30 millions de personnes. Est-ce que 6 000 milliards de dépôts représentent une somme conséquente pour une telle population? Par exemple, si on fait des comparaisons des pays développés, c'est presque 200 fois plus, 300 fois plus. Non, c'est normal parce qu'on fait les dépôts, comme je vous l'ai dit. On a les dépôts qu'on a mis à la banque. Oui, mais il y a de la. Bien entendu, il y en a beaucoup qui est hors du secteur bancaire. Et ça, je parle de la banque simplement. Je ne parle pas du système financier. Parce que là, on aurait mis une microfinance, encore une partie de la banque. Mais vous voyez très bien que si on doit regarder dans la profondeur du marché, il y a souvent plus de liquidité sur le marché en soi. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Je ne pense pas. D'accord, maintenant parlons de la difficulté du crédit. Vous avez mentionné qu'il y a environ 6 000 milliards qui sont des dépôts, il y a 4 000 milliards en prêt. Qu'est-ce qui explique le fait que les 2 000 milliards, les 2 000 milliards qui restent n'est pas destinés à la population parce qu'ils n'ont pas accès au crédit ou bien parce qu'il est difficile aux gens d'avoir accès au crédit? Parce que les gens se plaignent beaucoup que pour avoir accès au crédit, soit les taux d'intérêt sont très élevés, soit le collatéral qu'on demande pour avoir accès à cette crédit-là sont presque impossibles à revenir. Qu'est-ce qui explique ça? Non, là, en vérité, je pense qu'aujourd'hui, les banques ont beaucoup de flexibilité pour donner le crédit. Oh, ah bon? Mon point de vue, mais le vrai problème, c'est que, comme vous savez bien, les dépôts dans une banque n'appartiennent pas à la banque. Évidemment. Ça appartient à ses clients. Oui. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner les crédits sans avoir la garantie que ce sera remboursé. Parce qu'à la fin, vous devez rembourser l'argent qui est payé. Parce que c'est l'argent qui est le problème. Oui. Donc vous devez mesurer les risques de crédit que vous prenez en général. Et notre marché montre certainement que comme si le respect des contraintes en termes de d'engagement sont assez mauvais en théorie, parce que les Camerounais, souvent vous avez un taux de cas qui peut être élevé, donc il faut protéger. Il faut respecter la réglementation des guides financiers qui vous oblige à respecter un certain niveau de casse. Oui. Et vous notez également que dans notre pays en général, les segments comme les PME et autres ont des problèmes parce que en général, quand vous prêtez un PME, le taux de casse est un peu plus élevé. Oui. C'est le segment qui est le plus répandu sur le territoire. Donc les banques sont un peu frileuses, mais font plus attention pour donner le crédit. C'est pas qu'elles ne donnent pas, elles trouvent le moyen de le donner, mais elles font plus attention parce que sinon, vous devez finalement faire face au respect des engagements. Ceux qui ont fait le dépôt. Oui, et puis quel est le taux de faillite de ceux qui ne remboursent pas? Quel est le taux? En fait, de manière globale, le marché, on peut fixer un taux. Le marché, en général, il y a des banques qui ont des taux de casse de 15-20%, mais en général. Non, 80%, 20% des remboursements qui font faillite. Oui, et donc, c'est très élevé. Oui. C'est vrai qu'il y a certains banques qui sont autour de 2%, mais on peut dire que la moyenne du marché est autour de 10%.
à 10 à 11%, mais Oui. ça reste très élevé. Donc, Oui. il faut absolument baisser ça pour permettre. Mais aussi parce qu'en fait, l'environnement économique ne permet pas également de faire plus facilement le recrutement. C'est-à-dire que sur le plan juridique, quand même, il y a quelques faiblesses Oui. qui ne facilitent pas les banques de se faire rembourser par les moyens que la loi leur permet. Oui. C'est plus difficile aujourd'hui de transformer une hypothèque en réalité. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a donné son terrain en garantie dans un prêt, après quand il faut le réaliser, les procédures sont extrêmement longues, extrêmement difficiles. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a des situations comme ça qui ne rendent pas les choses faciles, qui font que les banques en général essayent de financer à court terme ou essayent de financer des produits, des solutions qui sont où on peut rapidement s'assurer que le remboursement va se faire. J'aimerais revenir sur ce plan juridique. Par exemple, je sais, par exemple, au Canada d'où je viens, si par exemple je fais un prêt et que ma maison, en quelque sorte, est ce qu'on appelle un collatéral par rapport au prêt, la banque a ce mot à dire sur la maison. Ça veut dire s'il ne rembourse pas, on n'a même pas besoin d'aller au tribunal pour que la banque saisisse la maison. La banque a droit à la maison. Donc, vous voulez dire qu'au Cameroun, ce n'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Il faut absolument aller au tribunal parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas, on ne peut engager aucune procédure sans que d'avoir les. C'est tout. Donc, et vous savez, c'est comme le système juridique là, c'est particulier, donc ça prend un peu de temps. Chaque chose qu'on fait, la preuve fait aussi comment est-ce qu'on fait pour être foncier. Ailleurs, la propriété foncière, ça se fait plus rapidement. Pour obtenir titre foncier, il faut être très fort pour obtenir titre foncier. 3 mois. Voilà, sinon, donc, si c'est seulement le titre foncier, la propriété foncière que je vous avais payé, il faut 3 mois pour avoir. Imaginez quelqu'un qui veut se faire en faisant valoir une garantie hypothécaire. Ça prend encore. Évidemment. Donc, ça prend du temps. Merci pour cette éducation-là. Vous êtes sur Saraya Apache et notre invité du jour, c'est Stéphane Défaut. Monsieur Stéphane, j'aimerais maintenant parler de la blockchain et des crypto-monnaies, parce que sur cette chaîne-là, le plus souvent, c'est ce qu'on couvre. Et qu'est-ce que vous en savez de la blockchain, des crypto-monnaies? Quelle est votre opinion? Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que l'opinion que nous avons en tant que Camerounais, c'est qu'on a des faits quotidiens qui montrent que c'est un secteur qui est assez risqué. Oui. Et tout ce qui est lié à ça fait penser à Ponzi. Mais on se dit qu'à la fin, ça va seulement aboutir à une, comment on dit ici, un peu de féminin, on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, le marché nous a montré également qu'il y a des acteurs qui sont venus et qui, à la fin, ont eu de grosses difficultés financières pour faire face aux engagements qu'ils avaient pris face aux investisseurs qui étaient là. Évidemment. Okay? On ne va pas citer tous les différents acteurs, mais on connaît le domaine qui, quand même, qui pose un problème à un ensemble d'investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent en espérant que devant leur argent, ils pouvaient dormir et que l'argent travaille. Évidemment. C'était le maître mot. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Donc, il y a une certaine méfiance. Et sur le plan bancaire, aujourd'hui, le régulateur lui-même, la Banque centrale, a, je vais dire, interdit cette activité sur le marché bancaire. L'Afrique centrale. La crypto-monnaie n'est pas encore autorisée. Toute l'activité de crypto-monnaie n'est pas autorisée en Afrique centrale. Donc vous comprenez que tous ceux qui font l'activité sont un peu en marge de la réglementation mondiale. Et les régulations restent faibles. Même si je sais que le sentiment qu'il y a dans le investir. Mais il y a aussi un niveau de casse qui est assez important. Il y a beaucoup de familles pleurent parce qu'ils ont mis l'argent quelque part et après de retour. Et quelle est votre opinion par rapport à ça? Vous partagez la même opinion que tous les Camerounais ou bien? Non, mon opinion, c'est la personne que je suis très. Je vais dire quoi? En général, je ne suis pas adverse au risque. Mais je suis sur le plan là, je préfère regarder. Je suis attentif, je regarde, je suis observateur. Mais personnellement, je n'ai pas encore mis un copain sur cette catégorie. Non, Amine, ce que je veux dire, c'est que on parle de la partie investissement, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de la partie technologie. Est-ce que vous comprenez ce que c'est la crypto-monnaie ou la blockchain? Je comprends très bien. Autant la partie investissement que la partie technologie, je comprends très bien. En toute chose, de mon point de vue, la clé c'est la confiance. Si il y a la confiance de les parties, les choses peuvent aller le plus loin possible. C'est comme la monnaie. Qu'est-ce qu'elle représente? Pas grand-chose. C'est simplement qu'on a décidé d'échanger le tronc en mettant la monnaie au milieu. Évidemment. Dans la blockchain, c'est la même chose. On a mis une monnaie, est-ce qu'on lui fait confiance? Quelle prend la valeur? Maintenant, si elle est accompagnée par les différents acteurs, pour moi, il y a la possibilité que ça reste sur la durée. Mais s'il n'y a pas cet accompagnement-là, cette confiance qui existe, je pense qu'avec le temps, ça va se casser la gueule. Même si, je veux dire qu'avec les problèmes qu'il y a eu au monde de la sud-ouest, les problèmes de l'or et tout ça, il
il est arrivé que beaucoup d'opérateurs économiques se retournent vers ces données-là pour faire le paiement, par exemple, oui, évidemment, oui. Beaucoup, mais après, bon, je dois aussi dire que la courbe de cette valeur a beaucoup oscillé, et cette temps-ci a beaucoup baissé. Donc, vous voyez que la fluctuation est assez importante. Oui. Ça peut indiquer. Donc, s'il y a des acteurs de choix qui sont sur ce segment-là, sur la durée, je pense que ça va rassurer davantage les gens qui vont investir sur ce. Oui. J'aimerais juste apporter quelques éclaircissements au niveau de la blockchain. La blockchain, il y a différents types de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui font l'usage de monnaie, par exemple, on fait des échanges avec. Mais aussi des blockchains qui sont des technologies qui permettent de faciliter ou de résoudre certains problèmes quotidiens. Par exemple, la blockchain insiste un peu plus sur la décentralisation. Si je dois envoyer par exemple l'argent par une institution financière comme Omniva, il y a une tierce personne et cette tierce personne charge des frais d'envoi. Avec la blockchain, par exemple, la blockchain du Bitcoin, quand on fait le transfert du Bitcoin, les coûts sont minimes. Ça fait usage de la monnaie. Il y a des blockchains qui servent, ce sont des technologies, ce sont des codes qui ont été écrits, des protocoles qui permettent de résoudre certains problèmes. Par exemple, ça peut être ce qu'on appelle le smart contract ou bien le contrat intelligent. Si par exemple, il y a une compagnie d'assurance qui envoie souvent ces éléments sur un terrain, peut-être faire un constat pendant un accident, ces éléments peuvent être écrits, ces codes peuvent être écrits sur des voitures, parce que les voitures seront intelligentes dans le futur, par exemple. Ça veut dire que si j'ai par exemple mon outil, et vous avez peut-être votre Tesla, et on entre en collision, les voitures pourront déterminer à travers les codes, les protocoles, qui a tort, qui a raison. La compagnie nationale n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un sur le terrain faire le constat parce que les données seront échangées entre les voitures pour déterminer qui a tort et qui a raison. Et le constat sera fait sur place par le smart contract qui est la blockchain. C'est un peu ça la blockchain. La blockchain n'est pas juste un élément d'échange de monnaie, c'est un élément, c'est la crypto-monnaie, on parle des crypto-actifs, et dans les crypto-actifs, il y a les crypto-monnaies qui font acte de monnaie comme le Bitcoin. Mais par exemple, il y a des blockchains comme Ethereum qui font acte de smart contract. Donc ils éliminent en quelque sorte le processus que certains individus, des humains, pourraient plus faire. Donc c'est un peu ça la différence. Et c'est un peu cette éducation-là qu'on devrait peut-être apporter à la population pour faire la différence entre peut-être une compagnie qui rapporte des gens, qui collecte des fonds, qui dit que tu vas aller investir pour vous. Cette compagnie pourrait plus investir dans des hypothèques ou bien sur des terrains et faire faillite. Par contre, la blockchain, la technologie en elle-même, c'est plutôt une évolution. Pour l'instant, l'Internet, c'est quoi? L'Internet, c'est pour transiter des informations. Sur YouTube, on passe des vidéos, sur Facebook, on communique, on s'échange les informations, il y a les données qui passent. Mais il n'y a pas de valeur qu'on peut transmettre à travers l'Internet. Par contre, avec la blockchain, on peut vendre du Mona Lisa, par exemple, on peut faire de l'art digital qu'on appelle NFT. Et les gens achètent cet NFT-là parce que certaines personnes préfèrent avoir un art digital que d'avoir un portrait dans un salon. Donc il y a un marché pour ces secteurs-là. Et pour conclure, au niveau de comment vous êtes embarqué, par exemple, c'est aussi une compétition pour la banque. Parce que le rôle de la banque, c'est en quelque sorte de recevoir les recours, faire des crédits, faire des positionnements d'investissement pour certains de leurs clients. En quelque sorte, la blockchain, comme c'est un des éléments de la blockchain, c'est la décentralisation, c'est en quelque sorte éliminer la banque. Éliminer la banque parce qu'au lieu d'aller déposer mon argent dans une banque, il y a ce qu'on appelle la finance décentralisée, qui joue un peu le rôle de la banque. Ça veut dire que je prends ce que je peux appeler mon crypto actif, je le mets dans un système décentralisé qui est géré par des contrats intelligents. Et c'est les contrats intelligents qui vont à travers le monde déterminer qui a besoin de cet argent-là. Et cette personne en veut. Et cette personne met en quelque sorte un apport pour protéger son prêt. Et en quelque sorte, la finance joue le rôle de la banque. Mais il y a ces défis-là, il y a ces problèmes que tu as soulignés qui existent parce que nous sommes encore au début d'une technologie, un peu comme l'Internet. Quand vous étiez à l'université, en 2000, on ne comprenait pas à quoi servirait peut-être l'Internet. Donc, avec le temps, il y aura beaucoup d'améliorations avec des ingénieurs qui sortent de l'université. Il y a de la recherche dans beaucoup d'écoles, dans les grandes universités, pour savoir comment cette technologie est viable dans le futur. Parce que son apport est sérieux. Même les États-Unis reconnaissent que l'approche est pour rester. Mais les crypto-monnaies, je suis d'accord avec vous, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont du bon. Il pourrait dire 95%
faut faire des recherches pour comprendre quelles sont les blockchains, les technologies qui vont persister dans le futur, un peu comme Amazon. Quand Amazon est sorti il y a 21 ans, 22 ans, personne ne comprenait à quoi servirait Amazon. Certains disaient comment il va acheter une chaussure, un vêtement sans esprit. Mais pour vous dire au Canada, par exemple, presque 70% de la population utilise Amazon. C'est plus facile quand on vient vous livrer, vous essayez, ça ne marche pas, vous retournez. Donc l'approche avec le temps va s'améliorer, juste pour éclairer ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'approche. À moins que vous ayez des questions, on peut continuer. Non, c'est là, c'est parce qu'en fait, en réalité, en général, quand on parle de ça dans notre environnement, la première chose qu'on voit, c'est toujours la partie crypto-monnaie. Oui, exactement. Et donc, c'est vraiment cette éducation qui est nécessaire pour permettre à la population de bien cerner ce que c'est en fait cet environnement-là, de la crypto-monnaie et la blockchain, Oui. Ce qui est évident, c'est que dans notre environnement particulier, on a tellement de problèmes basiques que ça peut aller vite, c'est certain, mais il y a vraiment de l'éducation à faire. Évidemment. Il faut aussi beaucoup de confiance autour. Parce que toutes ces choses-là, s'il n'y a pas la confiance, il y a peu de chances qu'elles restent sur la durée. Autant que les banques. L'avantage que les banques ont aujourd'hui, c'est que on a fini de faire le tour. Après, on connaît qui est gestionnaire à telle banque. Évidemment. On sait qui est DG. On sait qui. Donc, après, on peut lier à quelqu'un. Et donc, on sait qu'on peut arrêter. C'est ça le sentiment qu'il y a africain ou camerounais. C'est qu'à un moment donné, on veut s'identifier à quelqu'un. Quand c'est trop virtuel, on a du mal à y aller. Donc, peut-être il va falloir rendre peut-être ça plus humain, pour permettre aux gens de capter l'intérêt et d'y aller. Même si on l'a présenté comme ça, ça peut être hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi. Et aussi, ça ne veut pas dire que certaines personnes disent que ça va faire disparaître les banques. C'est possible, les banques existeront toujours. Il y a des personnes qui préfèrent avoir ces relations avec leur gestionnaire de crédit, leur chef de clientèle. Ils vont y rencontrer ces personnes, ils ont cette conversation, ils ont cette conseil. Mais il y a certaines aussi personnes qui aiment la décentralisation, qui n'aiment pas être contrôlées, qui aiment faire les choses là. Donc c'est une opportunité pour tout le monde. Il n'y a aucun danger pour les banques, je ne pense pas. Donc c'est ce que je pense personnellement. Je ne peux pas avoir tort, mais je pense pas qu'il y a aucun danger. Évidemment. On va bientôt sortir de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez couvrir, M. Stéphane, avant qu'on... Non, je pense qu'on a fait la tour. Personnellement, je sais appris les choses. Évidemment, sincèrement, merci d'être venu et à la prochaine, M. Stéphane. Merci les amis, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous sur la chaîne Salarié Apache et à la prochaine.